Bien. Alors donc pour reprendre en quelque sorte la suite, donc on va essayer de voir comment saisir un étudiant. Alors pour cela, nous allons vers le contrôleur. On va créer un formulaire de saisie. Donc à nouveau, donc je vais créer une autre dans le même contrôleur, je vais créer une méthode qui permet de retourner toujours une vue. Alors je vais l'appeler forme étudiant. Forme étudiant. Alors principalement ici, donc je vais retourner une vue qui s'appelle forme étudiant tout court. Ça veut dire qu'à nouveau, alors je vais utiliser request mapping. Request mapping. Value égale slash form. Alors méthode, on suppose que c'est du get. Hein? Alors c'est pas post, c'est get parce que pour avoir d'abord le formulaire, on envoie une requête avec get. Oui, donc je récupère le formulaire. Donc request méthode. Alors request méthode point get. Alors avec ça, ça veut dire que si je tape slash form, je vais avoir une vue qui s'appelle form étudiant.html. Alors bien sûr, forme étudiant.html, c'est une nouvelle vue que je vais créer. Alors j'ai expliqué la dernière fois que les vues sont stockées, les vues TeamLeaf sont stockées dans le dossier template. Donc on va créer une nouvelle vue HTML qu'on va appeler forme étudiant.html. Alors en fait, une vue forme étudiant.html. Alors je vais reprendre la même chose parce que j'ai besoin d'utiliser TeamLeaf. J'ai également besoin d'utiliser donc bootstrap.css. Donc je vais faire un copier-coller. Donc c'est-à-dire je vais prendre ça jusque là. Je fais copier-coller. Voilà. Donc j'utilise TeamLeaf. Donc ça c'est saisie des étudiants. Donc après, donc j'utilise toujours la même chose, bootstrap.min.css et mystyle.css. Bon, après, donc dans Badi, on va créer un formulaire. Alors pour créer un formulaire, donc on va utiliser donc si vous voulez un div classe panel. On va créer un panneau. Alors panel default. En fait, un panneau dans lequel vous avez le titre et le corps. Alors ici, donc je vais utiliser, en fait, dans un panneau. Bon, ça c'est Bootstrap. Donc je vais utiliser un autre div. Dans le titre, dans la classe, je vais utiliser panel hidden. Panel hidden. Alors ça c'est saisie d'un étudiant. Bon, un autre div. Panel body. Alors ça c'est là où je vais mettre le formulaire. Alors je démarre l'application. Alors normalement pour accéder à ce formulaire, je devrais écrire /étudiant/form. Alors j'ai rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il a le contrôleur?
Alors, comme vous voyez ici, 500, c'est une erreur interne. Ça veut dire ça, c'est une affaire qui concerne votre application en interne. Alors d'ailleurs, si vous regardez l'exception, vous trouverez ici, c'est un problème, etc. Forme étudiant. Voilà, donc c'est mal écrit, c'est ça, tout simplement. Alors ici, donc c'est forme étudiant, parce qu'il va chercher une page qui s'appelle forme étudiant HTML. Alors forme, c'est des problèmes assez classiques, vous lisez juste les exceptions. Alors actualiser. Alors tout ce que j'ai ici, donc j'ai un panneau, mais ce panneau-là, en fait, il occupe toute la largeur de la page. On va utiliser quelques classes supplémentaires. CSS. On a déjà créé une. Supposons que vous voulez que le formulaire occupe la moitié de l'écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va utiliser col MD6. Par exemple, pour un écran médium, on va utiliser 6 colonnes. Alors pour un smartphone, par exemple, col XS extra small 12, par exemple. Actualiser. Bon, ici donc j'ai 6 colonnes. Alors en principe, ça c'est pas toujours une bonne pratique de le mettre sur le div. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va créer carrément un div. Bon, un div dans lequel on va mettre tout ça. Alors classe. Donc col MD6 col XS12. Voilà. Et après on va mettre un peu d'espace. On a déjà créé une classe que nous avons appelée spacer. Juste pour décaler. Bon. Alors jusqu'à présent c'est juste ça c'est un panneau Bootstrap, n'est-ce pas? Donc j'ai. Alors bien sûr, donc ça c'est sur 6 colonnes. Mais si vous êtes pour, voyez, donc pour un écran, alors même pour une tablette, c'est toujours c'est 12, n'est-ce pas? Alors quand on agrandit, donc on va voir la moitié de l'écran. Donc ça veut dire que si vous voulez, pour une tablette, vous voulez mettre la moitié, et si également vous utilisez col. Alors col vous avez MD SM small. Alors small, on va utiliser 6. Donc medium, small, extra small. Alors medium, c'est enfin l'écran pour un écran de PC. Donc vous avez la moitié de l'écran. Alors pour la même chose, pour une tablette, c'est la même chose. Mais quand vous avez un smartphone, vous avez 12 colonnes. Alors ça, c'est juste, vous voulez avoir une application responsive. Alors qu'est-ce que vous faites pour décaler? Vous voulez décaler? Alors vous voulez que par exemple ce div soit au milieu, parce qu'en fait vous avez 12 colonnes, vous utilisez offset. Alors par exemple col, quand il s'agit par exemple de MD, medium, offset combien? Alors vous avez 6, il vous reste 6. Donc je décale de combien? De 3. Voilà. Alors vous avez utilisé Bootstrap pour positionner, mais c'est pas ça l'objectif. Vous voyez bien, c'est pas ça l'objectif.
Alors l'objectif c'est de créer un formulaire et de faire bien sûr la saisie et de faire la validation. Alors je vais créer justement ce formulaire là, ici. Alors forme. Alors pour le formulaire, donc pour ne pas utiliser action, on va utiliser th action. Alors th c'est TeamLeaf. Action. Ben, à nouveau on va utiliser donc c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire le contrôleur courant, c'est-à-dire on est toujours sur le même contrôleur et l'opération qu'on va appeler cette fois-ci, on va l'appeler save étudiant. C'est-à-dire quand je valide le formulaire, j'appelle save étudiant. À nouveau donc save étudiant, c'est là que je vais enregistrer l'étudiant. Et après je vais utiliser donc la méthode. Cette fois-ci on va utiliser post. Alors dans le formulaire, on va créer donc des divs. Alors chaque div, on va utiliser la classe Bootstrap Form Group. Et chaque groupe de formulaires, on va utiliser un label. Alors ici donc le label, on va mettre, qu'est-ce qu'on va saisir comme données? Alors la classe étudiant, il définit les champs suivants: le nom, la date de naissance, email, photo. Ça c'est le nom. Alors vous utilisez une classe Bootstrap qui s'appelle Control Label. On va utiliser un champ input type égal texte. Après on va faire des modifications parce qu'on va voir que il y a un moyen bien sûr d'arranger tout ça. Donc ici juste je m'intéresse à la forme. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser name égal à nom. Et après on va utiliser une classe Bootstrap qui est form control. Form control. Alors, si vous voulez, donc dans un formulaire, d'habitude, vous avez un label, un champ label, un input, et après vous avez un span. Un span pour les messages d'erreur. Alors, on va utiliser ici un span. Bon, je vais le remplir tout à l'heure, je vais le compléter. Ben, je fais copier-coller. Alors, ça, c'est la date de naissance. Alors, la date de naissance, on va utiliser un type date. Quoi d'autre? Email. Date de naissance. Email. De type texte. Donc ça c'est date naissance. Le champ email. Et un autre champ pour la photo. Photo. Alors pour la photo, vous utilisez un champ de type file. Alors pour le champ photo, donc on va utiliser un input type file et après on a besoin d'un bouton. Alors bouton save type submit. Bon, la même chose pour le bouton, on va utiliser la classe Bootstrap btn, par exemple btn primary. Alors tout ça, vous voyez donc, et ça c'est du HTML, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, j'ai pas utilisé TeamLeaf et justement, tout à l'heure, je vais devoir utiliser quelques éléments de TeamLeaf pour avoir ça. Alors, il y a des choses qui manquent, alors forcément,
il y a il y a une erreur dans la ligne numéro 21. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que, en fait, Temlif, il utilise le XHTML, n'est-ce pas? Bah, XHTML, ça veut dire qu'il faudrait fermer les balises. Alors, c'est donc, il y a une balise quelque part que je n'ai pas fermée, justement, c'est input. Toutes les balises ne sont pas fermées. Non, input, c'est ça. Les inputs ne sont pas fermés. Voilà. Actualiser. Alors j'ai un formulaire comme ça. Donc vous voyez, donc ça c'est le style de formulaire que j'utilise. Alors ça c'est un champ de type texte, ça c'est un champ de type date. Donc je vais saisir la date, email, et après vous avez la photo. Alors en principe maintenant, ça c'est si vous voulez faire travailler comme ça, vous pouvez le faire. Mais en principe, Temlif, il offre bien sûr d'autres moyens pour pouvoir faire ce qu'on appelle le data binding, c'est-à-dire la liaison aux données. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est que pour arranger les choses, on va tout d'abord revenir vers le formulaire. Alors dans notre formulaire, une fois qu'on appelle le formulaire, on va utiliser le modèle. Pourquoi? Parce que dans le modèle, je vais ajouter un attribut, attribute, que je vais appeler form. Donc je vais ajouter dans le modèle un attribut que je vais appeler étudiant, pour lequel je vais attribuer un objet de type étudiant. Alors c'est normal, vous voulez créer un formulaire, votre formulaire permet de saisir un étudiant. Donc ça veut dire que dans le modèle, j'ai besoin de créer un objet de type étudiant, new étudiant. Ça veut dire qu'en principe, votre formulaire, qu'est-ce qu'il affiche par défaut? Il devrait afficher par défaut la valeur d'un objet de type étudiant. Alors, c'est pour cela, si on revient maintenant vers le formulaire, on va ajouter quelques attributs Temlif. Tout d'abord, le premier, c'est généralement dans le formulaire, vous utilisez TH-Object. Alors, si vous mettez TH-Object égale, alors bien sûr, on utilise toujours les expressions GSTS, c'est-à-dire je vais chercher dans le modèle un objet qui s'appelle étudiant. Je suis en train de faire data binding. Ça veut dire que, en fait, tous les éléments, en fait, en quelque sorte, tous les champs que je vais saisir dans le formulaire, ils concernent l'objet étudiant. Ok? Alors ça d'un côté. Alors de l'autre côté, donc vous avez les champs de type texte. Alors au lieu d'utiliser maintenant, au lieu d'utiliser name, on va utiliser th field. Alors maintenant le champ, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est que ce champ-là input, il va me permettre de saisir un champ. De quel objet? De l'objet étudiant. Alors maintenant je vais faire la correspondance. Alors dans l'objet étudiant, j'ai un attribut qui s'appelle nom. Bon, j'ai un petit doute sur ça. Alors Alors c'est bien ça, donc c'est hfield. Alors il faut utiliser cette expression-là. En principe, il faut utiliser étoile. En fait, vous avez deux moyens de faire, en quelque sorte. C'est-à-dire que le champ que je vais saisir, en fait, le étoile, ça concerne, parce qu'en fait, nous sommes dans un formulaire où nous avons utilisé TH-Object. Et dans TH-Object, nous avons quoi? On lui a associé un objet étudiant. Donc, ça veut dire que c'est dire tout simplement que ce champ nom, que vous voyez là, ça concerne l'objet étudiant. Alors sinon, si vous ne voulez pas utiliser cette expression comme ça, vous devrez écrire c'est $étudiant point nom. Alors sauf que $étudiant.nom, vous allez le reprendre pour tous les champs. Mais en réalité ici, donc j'ai déjà utilisé th object. Ça signifie que entre form et /form,
je suppose que l'objet concerné, tout d'abord, c'est l'objet étudiant. C'est une manière un petit peu de factoriser l'objet sur toute une partie de votre vue. Donc, en principe, c'est ce qu'on utilise. On utilise tout simplement TH-object. Et après, on va utiliser donc étoile. Étoile, non. Donc, c'est-à-dire ici, donc, je vais saisir un champ qui correspond au nom, un attribut nom de quel objet? De l'objet étudiant. Alors, je fais pareil pour les autres. Alors ici, donc, je vais utiliser TH-field. Date de naissance. Alors maintenant, il faut faire attention parce que ici, on devrait nommer les attributs exactement comme vous les avez nommés dans la classe étudiant. Alors dans la classe étudiant, vous avez le champ s'appelle date naissance, email, photo. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un data binding. Si la liaison entre un champ input formulaire avec un attribut d'un objet qui se trouve dans le modèle. Donc vous avez email, photo. Donc je suis déjà à quel niveau? C'est pas celui-là. Date de naissance. Ici on va utiliser au lieu de name, c'est email. Alors là c'est d'ailleurs on a spécifié. Donc ça c'est le champ s'appelle photo. Donc ici donc nous avons utilisé donc quelques éléments de ThemeLeaf. Alors maintenant si vous actualisez vous aurez pratiquement la même chose sauf que vous avez déjà un data binding. Si vous avez par exemple dans l'objet étudiant vous avez je ne sais pas par exemple dans l'objet étudiant du formulaire au lieu d'utiliser new étudiant vous avez utilisé new étudiant. Par exemple vous avez créé un objet étudiant X avec une date de naissance, par exemple, on va dire new date, par exemple, avec une adresse email. Et avec une photo, par exemple. Alors en fait, vous avez créé un étudiant qui contient des données. Alors si vous revenez vers le formulaire, en principe, vous voyez donc qu'il vous affiche, en fait, il vous affiche les informations qui se trouvent dans l'étude. Parce qu'on nous avons fait ce qu'on appelle le data binding. Quand vous dites field, ça veut dire que si vous regardez maintenant, si vous utilisez, si vous voulez inspecter l'élément, alors qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouverez input ID égale nom, name égale nom, value égale XX. Donc c'est ça en fait. Donc vous avez le ID, le ID, ça peut concerner un peu, ça va concerner plutôt la partie JavaScript. Le nom, name c'est nom et value égale XX. Donc c'est-à-dire le TH field, il permet tout simplement de remplacer, si vous voulez, les trois attributs ID, name et value. Alors si vous ne voulez pas l'utiliser, vous devrez utiliser name égale si vous n'utilisez pas thfield, vous allez utiliser name égale date de naissance, value égale quoi? Dollar étudiant.date de naissance, ID égale date de naissance. Alors généralement vous n'avez pas besoin parce que quand vous mettez thfield, c'est que déjà vous êtes en train de faire cette liaison. Alors, en principe, c'est fait pour ça. Alors maintenant, bien sûr, pour saisir un étudiant, on ne va pas créer un étudiant avec des données au départ, on crée un étudiant qui est vide. Alors, ça veut dire que je vais utiliser un constructeur sans paramètres, ici. Alors, comment? Alors, on y arrivera. Je ne veux pas traiter le cas de l'image pour le moment. Je vous montre d'abord comment saisir un simple formulaire. Et même jusque-là, donc, on ne va pas faire le upload. On termine d'abord la validation du formulaire et après, je vais parler du cas de l'image. D'accord?
Juste pour ne pas compliquer un peu les choses. Bon, nous avons le formulaire. Alors maintenant, quand on va saisir les données, forcément, quand vous cliquez, vous allez vers Save étudiant. Alors maintenant, dans notre contrôleur, on va à nouveau créer l'action Save étudiant. Alors on va le faire. Save étudiant. Je fais copier-coller. Alors ici donc, l'action c'est Save étudiant. Alors cette fois-ci, ce n'est plus get, c'est post. Alors la méthode, je vais l'appeler save. Peu importe. C'est-à-dire que quand j'appelle save étudiant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais lire les données de l'étudiant et je vais les ajouter. Alors pour lire les données du formulaire, vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça. Par exemple, vous dites string le nom et après vous utilisez date de naissance, vous utilisez tous les attributs qui sont définis dans le formulaire, mais généralement ce n'est pas une bonne pratique parce que si vous avez un formulaire qui contient une dizaine de champs, vous n'allez pas quand même créer une méthode avec une dizaine de paramètres. Alors ce qu'on fait généralement c'est ça, tout simplement vous déclarez un objet de type étudiant. Alors c'est réglé, pourquoi? Parce que vous êtes en train de demander à dispatcher servlet. Quand tu as la requête, tu vas chercher dans la requête toutes les données de la requête, tu vas les stocker dans un objet étudiant. Alors s'il trouve dans la requête HTTP il y a un attribut qui s'appelle, il y a un champ qui s'appelle nom, donc il va chercher dans votre objet, est-ce qu'il y a une variable qui s'appelle nom? Donc forcément il fait, vous pouvez imaginer ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est request.get paramètre nom, et après il fait appel à étudiant.setNom la valeur. Donc c'est-à-dire il fait la correspondance. Ça veut dire que si vous avez un champ dans le formulaire qui a un nom qui n'existe pas dans la classe étudiant, alors forcément il va l'ignorer. Alors ici donc je suppose que ici l'avantage d'utiliser thfields ici c'est que je suis sûr déjà que chaque champ il est déjà lié à un attribut. Alors il dit que donc ici donc je vais lire les données de l'étudiant et je vais les ajouter. Je vais les envoyer vers la base de données. Alors pour les envoyer vers la base de données, j'ai déjà étudiant repository point-save étudiant. Alors maintenant, une fois que j'enregistre l'étudiant, qu'est-ce que je veux faire? Alors si vous voulez rester vous voulez revenir au même formulaire, vous utilisez return form étudiant. Mais si vous voulez, une fois que vous enregistrez, vous voulez revenir à la page qui permet d'afficher les étudiants, on va faire ce qu'on appelle un redirect. On va faire une redirection. Alors pour le moment, je vais le laisser sur le formulaire et on peut regarder ce qui va se passer. Mais ici, on n'a pas fait de validation. Je suppose que n'importe quelle donnée va être acceptée. Bon, je vais saisir un étudiant avec une date de naissance quelconque. Alors là, on va voir qu'on aura des petits problèmes dans la date. Email. Alors la photo pour le moment, donc je l'ignore parce que même si je sélectionne une photo, c'est pas la photo qui va être envoyée, on va envoyer que le chemin de la photo parce qu'on n'a pas utilisé encore multipart form data. Alors save. Alors vous voyez déjà donc qu'il y a une erreur 400. Alors dans l'erreur 400, vous avez bad request. Alors vous avez un champ, il y a quelque chose qui cloche. Le formulaire on a utilisé post. Post ou get? C'est post. Alors ici nous avons utilisé post. C'est pas ça le problème. Alors il faut regarder l'exception qui a été générée du côté de notre serveur. Alors généralement bad request, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites j'attends un objet étudiant, mais en réalité dans la requête vous avez envoyé des paramètres qui ne correspondent pas. Ça veut dire que les paramètres qu'il est en train de récupérer
ne sont pas bons. Alors ici, donc ça c'est pas le, ça c'est une ancienne erreur. Alors je reprends. Bon, je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui tout ça. Alors, on valide. Donc, nous avons un problème de bad request. Alors, quand je disais donc bad request, ça veut dire que les données que vous avez envoyées ne correspondent pas à celles qu'il attend. Alors maintenant, vous avez ce problème, il est posé souvent quand vous avez donc envoyé des données qui ne correspondent pas aux données attendues par le contrôleur, mais également au niveau du format. Parce qu'un étudiant, il y a une date. Hein? Alors la date, c'est quel format? Parce que vous envoyez donc une date, on n'a pas spécifié au niveau, au niveau du serveur, c'est que le format de la date qu'on va récupérer, il est de quel format? Est-ce que c'est le jour, l'année, le mois, ou bien le mois, l'année, le jour? Donc généralement, quand vous utilisez les champs de type date, il faut régler le problème de la manière suivante. Alors ça, c'est l'un des problèmes parfois que vous rencontrez quand vous cherchez l'exception. Vous n'avez aucune information. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du serveur, il ne génère pas d'exception. Vous voyez donc, si vous regardez la console du serveur, il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, c'est que vous avez bad request. Alors, donc, prenez le réflexe. Quand vous utilisez la date, alors vous allez vers la classe étudiant. Alors, dans la classe étudiant, quand vous utilisez un champ de type date, comme le cas ici, alors je ne suis pas dans le bon étudiant. L'étudiant que j'ai créé n'a pas encore d'annotation. Voilà, ici. Alors, on utilise une annotation qui est fournie par Spring qui s'appelle dateFormat. DateTimeFormat, si vous voulez. Alors, DateTimeFormat, on va utiliser le format de la date. Alors ici on utilise alors c'est date time format pattern, voilà. Pattern, et vous mettez le format de la date. Alors pattern égale. Alors je suppose que la date que je vais récupérer c'est année, hier, y, tiré. Alors ça c'est le format qui est utilisé souvent par défaut. Le mois, et le jour, c'est DD. Après, si vous avez une date qui contient les minutes, les secondes et tout ça, donc vous aurez besoin de spécifier le format. C'est bon? Un petit problème, on va dire, de passage, quand vous avez à saisir des données de type date, vous pensez à ce que dans l'entité, vous spécifiez le format de la date. Parce que la date, c'est vraiment un cas spécial. Parce que la date, il y a date time, il y a différents types de formats de date. Alors ici, donc, si j'essaie de saisir les données d'un étudiant, a priori maintenant, le problème ne se pose plus. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on a ajouté l'étudiant. Bon, il revient vers la vue. Donc vous voyez donc le problème de tout à l'heure, c'est vraiment un problème qui est lié au format. Quand vous avez bad request, ça signifie que les données que vous envoyez ne correspondent pas à l'objet dans lequel vous allez les stocker côté serveur. Alors ça c'est d'un côté, mais si vous voulez voir si la donnée est saisie, donc on va à nouveau revenir vers /index, mais on va vers la dernière page et on voit bien qu'il y a A, il y a B. Bon, la date, elle a été bien prise telle que nous l'avons. Et après, l'adresse email, il n'y a pas de photo parce qu'on n'a pas de... rien saisi. Voilà. C'est bon? Alors maintenant, pour ne pas faire à chaque fois revenir au formulaire, parfois vous avez besoin, une fois que vous enregistrez, vous voulez aller vers une autre page. Alors justement, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire une redirection. Alors ici, donc, une fois que j'enregistre, alors pour ne pas aller vers forme étudiant, on va utiliser redirect
Deux points slash quoi? Regardez. Je vais encore vers l'action slash index. Donc je redirige vers index. Nous avons le formulaire, forme. Je saisis des données. Bon, j'ai des dates de naissance de le 18/5/2016. Peut-être c'est des insectes. Parce que save. Alors à nouveau donc nous avons quelque chose qui cloche. Alors il y a une erreur dans not found. Bon, not found ça veut dire que l'action n'a... Vous voyez donc ici donc j'ai fait slash redirect. Si vous utilisez slash, ça veut dire il va vers slash index. Normalement si vous mettez slash, il faut mettre slash étudiant slash index. Sinon, ne mettez pas slash, tout simplement. Si vous mettez pas slash, ça veut dire que je reste dans le même contrôleur. Je vais me rediriger vers une action qui se trouve dans le même contrôleur. Alors, vous voyez donc ici, donc j'ai enlevé le slash. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne pas retourner directement index? Vous pouvez le faire. Vous pouvez retourner directement index, sauf que le problème, je vais vous expliquer ça. Alors, on va juste regarder un peu ce qui se passe ici. Alors, je vais saisir les données. Alors, M, c'est déjà saisi, donc je vais mettre des données quelconques. 1, 9. Bon, pour le moment, je ne valide pas, je ne fais pas la validation. Alors, vous voyez ici, donc, j'ajoute, mais si je vais vers la dernière page, donc je trouve que l'enregistrement a été bien ajouté. Alors, votre collègue, il se pose la question, pourquoi on ne fait pas directement return index? C'est pas index, plutôt c'est la vue. Est-ce que plutôt c'est le return étudiant? C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Alors, si vous retournez vers étudiant, alors que étudiant, il permet d'afficher des données. Il va falloir, à nouveau, si vous revenez vers étudiant, mais si vous regardez bien étudiant pour qu'il s'affiche, dans étudiant, ben, étudiant, il a besoin d'une page d'étudiant qu'il va afficher. Donc, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau récupérer les données, de les stocker et de préparer le modèle pour que la vue s'affiche. Alors, si vous faites ça, vous allez, en quelque sorte, vous pouvez le faire, mais à condition de faire un copier-coller. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait ici, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Ça veut dire que, mais généralement, dans l'ajout et la update ou la suppression, si vous faites MVC côté serveur, vous faites une redirection. Alors pour plein de raisons. D'ailleurs, parfois ce qui vous arrive, c'est que vous avez saisi des données et on revient vers le même formulaire. Mais quand vous mettez actualiser, il poste à nouveau les données. Vous voyez? Parfois, donc ça, c'est des problèmes qui arrivent. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est qu'une fois que j'ajoute, je redirige vers une autre action. Et après, maintenant, dans notre action, à savoir la liste des étudiants, ben, on va ajouter un lien tout en haut, par exemple. Ajouter un étudiant. Ici. On va juste créer un simple lien hypertexte. Saisir un étudiant. Alors pour ne pas utiliser donc href, on va utiliser à nouveau th href.
Alors pour saisir un étudiant, donc je vais tout simplement vers l'action. Quand je clique sur le lien, je vais vers l'action forme, c'est-à-dire je demande le formulaire. Je vais avoir quelque chose comme ça. Donc vous voyez donc ici, saisir un étudiant, je suis dans le formulaire. Le formulaire va ajouter des données. Alors si vous faites maintenant ça, alors je suppose que c'est des photos. Alors ça c'est un autre problème, c'est bizarre. Oui, mais ça marche pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire on devrait faire le direct. Parce qu'en fait, j'ai gardé toujours le nom de la vue, mais justement l'erreur qui devrait s'afficher, c'est ça. Vous allez vers une vue, il vous dit que j'ai besoin de la liste des étudiants. Bon, ça c'est le problème. Donc nous, on veut faire la redirection. Alors je reviens. Donc je vais saisir par exemple une image. Save. Bon, la donnée, il redirige vers la page, quand je vois ici. Alors qu'est-ce que je vois là? Donc je vois bien, le nom a été saisi, je vois le nom de... oui, c'est bien ça? Oui, je vois le nom de l'image. Mais est-ce que la photo est postée? Non. Alors pour le moment, parce que nous n'avons pas encore fait le upload. Alors ça c'est quelque chose que je vais gérer tout à l'heure. Je vais vous montrer. Parce que ce qu'on envoie pour le moment, le champ de type file, pour nous, c'est comme un input de type texte. Là, il n'envoie que en fait, le nom de la photo que vous avez, du fichier que vous avez sélectionné. Non, c'est pas normal ça. Est-ce que c'est ça le champ qu'on vient de saisir là? Non, c'est pas ça. Actualiser, donc ça. Non. Alors, je reprends. Je vais saisir des données. Des données quelconques. Mail. Photo. Image 2. .jpeg. Save. La dernière page. Il a été saisi. Bon, c'est-à-dire c'est la donnée qu'on a saisie, donc il n'y a pas de problème. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bien ça. Alors maintenant, premièrement, avant de vous montrer comment faire upload, parce qu'a priori donc on n'a pas encore les images, on va voir comment faire la validation d'abord. La validation parce que si vous faites ça, si vous saisissez aucun enregistrement, ça marche. Si vous ne faites pas la saisie des données, vous avez ici, vous voyez donc vous avez dans votre base de données des données qui ne sont pas valides. C'est bon? Alors pour faire la validation des formulaires, nous utilisons tout d'abord les annotations de validation. Alors c'est très simple. Dans la classe étudiant, alors par exemple, vous voulez que en fait le nom soit obligatoire. Donc on va utiliser une annotation qui s'appelle, alors vous avez note nulle et vous avez également note empty. Note empty. C'est-à-dire que en fait, je n'accepte pas que le nom de l'étudiant soit vide. Et si vous voulez, par exemple, le nom de l'étudiant, le nombre de caractères minimum, par exemple, soit par exemple 5, on va utiliser la notation size. Toujours c'est de la validation. Min égale à 10, bien 5. Si vous voulez encore avoir un maximum, vous utilisez max
égale à 30. Ça veut dire que le nom de l'étudiant doit comprendre minimum 5 caractères, maximum 30. Vous suivez? Vous voyez, donc vous êtes juste en train de lui dire voilà ce que je veux. C'est pas à vous de le faire. Ensuite, l'adresse email, pareil. Alors on va dire il est obligatoire, c'est-à-dire not empty. Et après, si vous voulez que ça soit un email, donc vous utilisez c'est pareil, il y a une validation email. Donc on peut le spécifier tout à l'heure. On vérifie d'abord ce que nous avons ici. Alors vous avez ajouté pour le moment les annotations. On revient vers le contrôleur. Alors dans le contrôleur, vous allez faire quelque chose dans la méthode save. Ici. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous voulez sauvegarder un étudiant, on va demander à Dispatcher Servlet, une fois que tu vas stocker les données dans l'objet étudiant, tu vas faire la validation. Comment on lui dit ça? C'est l'annotation valide. Donc ça veut dire qu'une fois que tu vas stocker les données dans l'objet étudiant, tu vas valider. Et s'il y a des messages d'erreur, alors généralement l'annotation valide permet automatiquement, il va faire la validation de l'entité. Et s'il y a des messages d'erreur, il va les stocker dans un objet qui s'appelle binding result. Donc ça veut dire que si vous voulez, quand vous faites la validation, vous aurez besoin d'ajouter un paramètre qui s'appelle binding result. Binding result. Binding result. Mais par contre, dans votre méthode, ici, il faut faire un test. Alors, quand est-ce qu'on va sauvegarder l'étudiant? On ne va le sauvegarder que s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on a besoin de faire juste un test. Comment? On utilise if binding result.has errors. Alors, s'il y a les erreurs, ça ne sert à rien de faire ça. S'il y a les erreurs, on revient vers le formulaire. S'il y a des erreurs, on revient vers le formulaire. Comment on va le faire? On va utiliser return. Notre formulaire, c'est form étudiant. Ça veut dire que vous allez exactement reprendre ça. Alors, vous avez au niveau du serveur, plutôt au niveau du contrôleur, vous voyez donc l'annotation valide, bind the result, vous faites le test. Et après, maintenant, au niveau de la vue, c'est-à-dire form étudiant, vous aurez besoin de savoir comment afficher les erreurs. Alors, comment on va les afficher? On va les afficher dans span. Alors, pour cela, on va utiliser span th errors. Je crois que c'est th errors égale. On utilise encore étoile. Comment il s'appelle le champ? Il s'appelle... Non. Ça veut dire que je suis en train de dire tout simplement dans ce span-là, tu vas me placer, tu regardes s'il y a des erreurs qui correspondent plutôt, qui concernent le champ qui s'appelle? Non. Je fais la même chose ici. th errors. Errors, message. Alors, il y a plein de... Je vais juste m'assurer pour ne pas perdre le temps. Alors, c'est plutôt th errors, c'est bien ça. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, th errors, donc ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Date. Errors, oui. C'est bon? Alors ici, on va faire la même chose. Là, c'est email. Bon, là, c'est photo. Sachant que pour nous, la photo, on n'a pas fait de validation particulière. Mais si vous voulez faire une validation photo aussi, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez donc ici, donc, en résumé, pour faire la validation, vous avez tout d'abord, il y a des annotations que vous aurez besoin d'utiliser dans
l'entité. Deuxième, au niveau du contrôleur, vous aurez besoin d'utiliser la notation valide. Et plus vous ajoutez un attribut, un paramètre binding result. Et vous faites ce test. S'il n'y a pas d'erreur, je reviens vers le formulaire. Alors, et après, la dernière étape, c'est que dans la vue, vous aurez besoin d'utiliser, plutôt dans votre vue, vous aurez besoin d'afficher les erreurs. Et pour les afficher, vous pouvez utiliser un span dans lequel vous lui associez l'attribut TH errors. Alors en fait, TH errors, il va chercher, il connaît bien la collection des erreurs, il va chercher dans la collection des erreurs, s'il y a une erreur qui concerne ce champ, il prend le message, il va l'afficher. Alors on va vérifier ce que nous avons ici. Je vais saisir un étudiant, je valide, regardez. Vous avez la taille doit être entre 5 et 30. Il ne peut pas être vide. Il ne peut pas être vide. Alors, ces messages-là, est-ce que c'est moi qui ai créé ces messages? Non, je n'ai même pas écrit ces messages-là. Bon, en fait, la notation, il englobe déjà, vous dites size, min, max, bah, vous avez le message. Alors, plus que ça, c'est que si vous avez un navigateur en anglais, vous n'allez pas avoir ça en français, vous allez avoir ça, les messages en donc, ça veut dire qu'il prend en charge l'internationalisation. Bon, ça, c'est l'une des tâches que vous devrez chercher dans les frameworks. Si un framework ne vous fait pas ça, ça veut dire que soit que vous ne le maîtrisez pas, soit que lui n'est pas encore... ça, c'est la validation des formulaires. Alors, si vous faites la saisie, par exemple, de données, comme ça, ben, il vous dit la taille. Bon, maintenant, il n'y a plus... il est obligatoire, la taille. Alors, vous mettez 5, plus que 5, ça passe, mais ici, il y a un problème, c'est que la photo, plutôt email, ne doit pas être vide. Après, maintenant, il faut afficher les messages d'erreur en rouge, n'est-ce pas? Alors, on va les afficher en rouge, comme ça, on peut voir les choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous utilisez classe. Par exemple, on peut utiliser la classe Bootstrap text danger, par exemple. Span. Voilà. Alors, à nouveau, donc j'actualise. Alors, je ne sais pas si ça c'est un rouge, vous le voyez? C'est pas vraiment du rouge, on peut faire mieux. Sinon, vous créez votre propre classe. Alors, si je mets rien ici, donc je vois ici, il ne peut pas être vide. Alors maintenant, ici, donc c'est purement de la validation des formulaires, mais côté serveur. Ça veut dire que j'envoie les données vers le serveur il vérifie d'abord et après il me génère la page. Alors je saisis des données. Alors si vous avez par exemple, vous dépassez 30, il vous dit que la taille doit être entre 5 et 30. Bon, l'adresse email, pour le moment, vous mettez n'importe quoi, puisqu'on a dit qu'il ne doit pas être vide. Et là, maintenant, il a accepté. Mais l'adresse email ne doit pas être comme ça, parce que maintenant, vous avez des données qui sont valides, mais l'adresse email n'est pas valide. Bon, après, vous cherchez si vous avez d'autres validations. Il y a plein de validations. Alors, notez bien que la validation la validation, nous avons utilisé size de javax.validation. Donc vous voyez bien, c'est pas Spring ça, parce que donc il y a une API de validation qui est déjà définie dans les spécifications Java, qui permet de faire la validation des entités. Mais par contre, ici, celle-là, date format, ça c'est une annotation de Spring. Not empty, c'est une annotation de Hibernate. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même à utiliser des annotations qui sont fournies par Hibernate, des annotations qui sont fournies par Spring, il y a plein d'annotations. Par exemple, si vous cherchez l'annotation email, ici, email, voilà, tout simplement. Alors, l'annotation email, c'est pour dire que ça, c'est une adresse email. Alors, en principe, alors vous saisissez des données.
ne peut pas être vide, mais quand il contient des données, il vous dit que l'adresse email est mal formée. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, il ne va plus l'accepter pour vous si l'adresse est mise. Alors, si vous voulez passer une journée à faire la validation d'un formulaire, vous le faites. Mais en principe, c'est que vous êtes en train de perdre du temps. Parce que la validation des données, si vous utilisez des frameworks, c'est quelque chose que vous le faites une seule fois pour savoir que quand même c'est du travail. Mais à un moment donné, vous devrez savoir que les frameworks disposent de ces mécanismes. Alors, si vous voulez personnaliser le message, oui, c'est ça. Ah. Alors, si vous voulez personnaliser le message, vous mettez ici size, vous mettez message. Vous dites je ne veux pas. Bon, ça c'est juste un message. Alors maintenant, si vous ne faites pas la saisie de ça, il va vous dire je ne veux pas. Je ne veux pas, il est là. Donc c'est-à-dire que vous le laissez. Mais ça c'est français. Mais si vous voulez faire l'internationalisation, si vous voulez que ça soit aussi, ben, il va falloir réutiliser tout un autre mécanisme qui est disponible dans Spring MVC qui permet de gérer l'internationalisation. Mais en principe, dans la validation, vous avez quand même des messages qui sont corrects. C'est pas la peine d'ajouter des messages. Vous avez des messages qui sont déjà qui reflètent bien la donnée. Mais si vous voulez personnaliser, donc comme je viens de vous montrer, vous ajoutez la propriété message. Alors c'est pareil ici, c'est pareil dans les autres. C'est bon? Alors en fait, on n'a pas encore réglé le problème des photos. Alors maintenant, upload, c'est un problème qu'il faut savoir régler. Ça va vous permettre, ça va nous nécessiter de faire des modifications dans notre application. Alors maintenant, si vous avez un formulaire qui ne contient pas de upload, c'est comme ça que vous le faites. Donc c'est réglé. Alors maintenant, si vous voulez faire upload, qu'est-ce que vous allez changer? La première des choses, c'est dans le formulaire. Alors ça, vous le savez très bien. C'est que pour dire au formulaire que les données que je vais envoyer, c'est des données binaires. Ça contient un fichier. Ben, vous allez ajouter, alors dans le formulaire, vous ajoutez l'attribut. Alors quel attribut? AncType. Alors vous voyez donc, par défaut, vous avez application x3w form URL encoded. C'est ça. Si vous ne le faites pas, c'est ce que vous faites. Ça veut dire que vous supposez que les données que vous envoyez dans le formulaire, elles sont envoyées dans le corps de la requête. Ce quel format? Ce format clé égale valeur, int clé égale valeur, int clé égale valeur. C'est ça le format. Mais maintenant, quand vous utilisez upload dans un formulaire, ben on ne va plus envoyer les données comme ça parce qu'un fichier, c'est des données binaires. Donc vous allez envoyer vous allez envoyer les données en format binaire et du coup, on va changer ici. On va utiliser multipart / form data. Alors ça, vous le savez, ça c'est du HTML. Alors multipart form data pour dire que c'est un fichier. Alors maintenant, ça va être un peu différent. Pourquoi? Parce que quand vous allez saisir les données, alors maintenant, si vous sélectionnez le fichier, alors en principe, le fichier il est envoyé. Mais si le fichier est envoyé, il faut le récupérer de côté de serveur, il faut le placer quelque part dans un dossier. Je ne veux pas l'envoyer vers la base de données, mais je dois l'envoyer vers le dossier. Alors comment récupérer le fichier côté contrôleur? Alors ici, donc si vous voyez ici, oui, vous voulez voir ça. J'imagine toujours que vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, si vous faites la validation, vous aurez besoin d'ajouter un autre paramètre. Alors, on a récupéré un objet de type étudiant. Alors, tout simplement, vous utilisez un paramètre de type multipart file. Multipart file.
ça c'est file. Alors maintenant, si vous dites ça c'est file, alors que nous, dans notre formulaire, nous avons utilisé un champ, comment on l'avait appelé? On l'avait appelé photo. Donc ça veut dire que ce paramètre, votre fichier, il va directement vers cet objet-là. Alors soit que vous l'appelez photo comme ça veut dire que votre photo, elle est stockée dans un objet de type multipart file. Alors je crois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas ici. Alors, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Multipart file, il n'y a rien de spécial. Alors, multipart file, donc j'utilise bien. Multipart file, de quel namespace? De Spring. Bon, c'est toujours la même chose. C'est bon, ça marche. Donc, vous voyez bien que multipart file, que j'ai utilisé, c'est de quel namespace? Voilà. Parce que parfois, vous allez voir juste des problèmes que vous allez rencontrer. Vous trouvez il y a beaucoup de classes qui ont le même nom mais qui appartiennent à plusieurs namespaces. Donc, j'utilise bien donc, celle qui est fournie par Spring. Alors maintenant, ici, donc, vous pouvez l'appeler file, si vous voulez. Mais vous avez quand même un mécanisme qui permet de faire l'association. Vous utilisez ces request param. Alors, comment notre formulaire, nous avons un paramètre qui s'appelle photo. Ça veut dire que tout simplement, le champ photo qui est de type file, les données de photo, ils vont être stockés dans l'objet de type multipart file. Alors maintenant, après, par la suite, vous aurez besoin de faire ça. If file is not empty, is empty, is not empty, is empty. Alors ça, vous faites le test. Normalement, vous faites if not. C'est-à-dire, s'il n'est pas vide. Oh là là. If file is not empty. Ça veut dire quoi? Si il y a un fichier qui a été envoyé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fichier-là? Il faut l'enregistrer. Où est-ce qu'on va l'enregistrer? Ben vous allez utiliser tout simplement file.transfer to. On va le transférer quelque part dans le système de fichiers. Alors maintenant, vous allez utiliser new file et vous mettez le path, le chemin, le dossier dans lequel vous allez enregistrer le fichier. OK? Alors maintenant, où est-ce qu'on va stocker les fichiers? Alors généralement, quand vous êtes en train de créer des applications, vous postez des images, vous postez les fichiers, il faut quand même protéger les données postées par les utilisateurs. Il ne faut jamais les mettre dans l'application. Parce que si vous créez un dossier dans statique, par exemple, dans lequel vous mettez vos fichiers, ça signifie qu'on pourra les avoir. Donc souvent, il faut les mettre dans un dossier quelque part séparé, en quelque sorte, soi-disant une autre base de données qui contient que des fichiers. Donc vous devrez avoir un dossier quelque part. Alors ce que je vous recommande, c'est ce qu'on va faire ici, c'est que on va utiliser donc alors on va vers par exemple le dossier home, c'est-à-dire utilisateur par exemple. Je crée un dossier que je vais appeler scolarité. Sco, tout court. Bon, j'ai un dossier SCO pour moi. Ce dossier SCO qui se trouve quelque part, c'est là où je vais enregistrer ma base de données des photos. C'est-à-dire tous les fichiers de mon application, ils vont être stockés ici. Donc, en quelque sorte, j'ai besoin de ce chemin-là. Mais vous savez, ce chemin-là, il ne faut jamais le mettre en chemin absolu, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez utiliser new file, par exemple. Vous pouvez utiliser ça, system.getProperty. Je crois la propriété s'appelle user. Alors, la propriété user home, ça vous retourne c'est le home de l'utilisateur. Alors, généralement,
si vous voulez ça, même avec ça, je vous le recommande pas. Vous pouvez le faire si vous voulez. Alors juste, je dois m'assurer, c'est bien user home, c'est user home slash. Alors ici donc vous avez system.getPropertyUser.home user.home slash plus slash quoi? Scope. Ça veut dire que dans mon dossier utilisateur, j'ai un dossier qui s'appelle Scope. Alors j'ai besoin de faire un try catch. Alors maintenant tout ça, en principe, vous aurez besoin de faire throws ou bien try catch. Alors, vous pouvez utiliser throws. Pourquoi? Parce que même dans Spring MVC, vous avez un moyen de créer carrément un contrôleur qui permet d'intercepter les exceptions et de les traiter. C'est-à-dire pour ne pas mélanger le try catch dans votre application, vous pouvez gérer les exceptions à part. Donc, c'est-à-dire s'il y a exception, je vais la générer. Après, je peux créer un handler d'exception pour gérer ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez if, s'il n'est pas empty, alors je vais dire que étudiant, point set nom, cette photo. Alors maintenant, le nom de la photo. À vrai dire, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que par défaut, dans le champ photo, il a déjà stocké le nom de original, n'est-ce pas? Mais souvent, si vous voulez le faire, vous utilisez donc c'est file.getOriginalFileName. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous stockez moi dans la base de données? Je ne vais pas stocker la photo elle-même, je vais stocker que le nom original. Bon, la méthode getOriginalFileName permet de retourner le nom original de la photo. C'est bon? Alors ici donc on peut voir, est-ce qu'on arrive à envoyer ces données ici déjà pour voir est-ce que vraiment on fait upload. Alors j'ai une photo image 3. Voilà. Ah, belle exception. Alors en fait, quand vous utilisez pour des raisons de sécurité, donc dans Upload, le framework n'accepte pas que vous lui envoyez un fichier n'importe lequel. Alors il y a une limitation de taille. Alors maintenant j'ai une image qui est relativement grande par rapport à la configuration par défaut. Alors vous aurez besoin de configurer la taille minimale, maximale. Hein? Alors comment vous allez le faire? À nouveau dans le fichier application.properties. Alors d'ailleurs si vous voyez le message, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, 1 méga par défaut. Alors, si vous voulez régler ce problème, vous allez chercher. Il y a une propriété que vous devrez connaître. Bon, c'est ces deux propriétés-là que vous allez ajouter. Ils sont là. Multipart, max file size. Alors, dans le fichier, où est-ce que vous allez mettre ça? Dans le fichier application.properties. Mais vraiment, si vous voulez Spring Boot, il vous facilite beaucoup la chose. Pourquoi? Parce que pour ne pas se perdre dans beaucoup de configurations, vous dites qu'il y a une propriété, toutes les propriétés existent déjà. Alors, multipart max file size, c'est 10 mégaoctets, 10 000 kilobytes. C'est-à-dire que moi, j'accepte un fichier qui peut aller jusqu'à 10 mégaoctets. Et après, max request size, parce qu'il y a le fichier, il y a la requête. Alors maintenant, ça veut dire que le fichier peut aller jusqu'à 10 mégabytes, mais la requête elle-même, qui contient parfois des données plus les fichiers, il ne peut pas dépasser. Parce que parfois, dans la même requête, vous pouvez envoyer plusieurs fichiers. N'est-ce pas? Dans le même formulaire, file 1, file 2, file 2, vous pouvez faire upload de plusieurs fichiers. Alors dans ce cas-là, le fichier max file size, un fichier ne peut pas dépasser 10 mégaoctets. Mais en même temps, la totalité de la requête ne doit pas dépasser 10 mégas. Ça veut dire que moi, je suppose que je vais avoir maximum
10 mégas. Mais vous pouvez changer en fonction des cas des applications. Alors ça, c'est le premier problème à régler, comme vous le voyez. Donc, quand vous faites upload, vous aurez besoin quand même de régler ce problème. Alors maintenant, je vais envoyer l'image 3. Alors, vous voyez la validation. La validation du formulaire, il y a une exception qui a été générée. C'est quand même assez génial, n'est-ce pas? Quand je vais enregistrer le fichier, il y a une exception qui a été générée. Cette exception-là, ici, donc, il nous dit que tout simplement, il y a quelque chose not found. Alors, ici, ne peut pas convertir value to type. Alors, nous avons dû rater quelque chose ici. Alors, dans le contrôleur, système. Bon, alors je ne vais pas cette photo, file.getOriginal name. Alors ça, sûrement, c'est à ce niveau-là. Original name. Non? Alors je relis donc le message d'exception. Il ne peut pas convertir la valeur. Donc to string, il ne peut pas le convertir en string pour photo. Bon, alors ce que je vais faire, je vais juste pour ne pas déjà chercher donc multiple. Alors je vais éliminer tout d'abord ce problème-là. Et après, donc, je vais vous montrer la manière la plus appropriée pour faire ça. En principe, ça devrait marcher. Alors je vais utiliser directement mon chemin qui est là. Alors juste comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'on est en train de remplacer. Donc c'est C2 file. Ça veut dire qu'en principe, le fichier il devrait être stocké à ce niveau-là, d'un côté. Alors, index. Je vais saisir un étudiant. Alors, image 4. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas c'est dans le nom de la photo. Ah. Ici, name. Request param name photo. Bon, ça c'est un truc de validation. Est-ce qu'on a fait la validation pour la photo? Non, on n'a rien fait. Non? Alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes dans ce genre de situation? Vous allez commencer à dire système.out.print. Alors je dois
ici dire est-ce que je suis déjà ici? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans ce bloc-là? System.out.print, je vais utiliser file point get original file name. Alors, je redémarre, j'efface la console. Je fais upload fichier et je jette un codé sur ma console. Dans ma console, il n'y a rien. Ça veut dire que le problème, c'est que c'est ici. C'est que déjà, quand il essaie de stocker, il y a un problème de validation de ici, de validation. Ça veut dire qu'il revient vers le formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons étudiant. C'est un peu bizarre, je vais jeter un coup d'œil sur un exemple. Alors, vous pouvez regarder avec moi. Donc, j'ai quelque chose qui marche déjà. Donc, ici, donc j'ai bien validé étudiant. J'ai pratiquement la même chose. Request. Bon, je l'ai appelé. Oui. Alors, il faut voir parfois de temps en temps le champ. Alors, je vous explique c'est quoi le problème. Vous voyez pas, il y a quelqu'un qui a vu un peu l'origine du problème, non? Alors, regardez bien. Alors, ça, c'est un problème inévitable. Alors, dans notre formulaire, nous avons créé un champ que nous avons appelé photo. N'est-ce pas? Or, photo, c'est un objet de type file. C'est pas du texte. Hein? C'est un fichier. Alors, si vous gardez le même nom que celui que vous avez dans la classe étudiant, il va tenter de prendre l'objet qui est de type multipart file. Il va tenter de le stocker dans un objet qui est de type texte. C'est pour cela, d'ailleurs, il nous dit que impossible de convertir vers l'objet string. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pour le type file, n'utilisez pas ça, thfield. Ça, à supprimer. Vous allez utiliser name et ne l'appelez pas photo. Parce que si vous l'appelez encore photo, il va le mettre dans l'objet étudiant. On va l'appeler par exemple picture. Bon. Vous voyez donc le champ ici, name, je l'ai appelé picture. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans mon contrôleur, ici, je ne veux pas récupérer la photo ici, dans l'objet étudiant. La photo, je voudrais la récupérer dans le champ que j'ai appelé, qui est de type quoi? Multipart file. C'est-à-dire le champ photo, il vient ici. C'est là, il va être stocké. Et ici, mon champ, comment il s'appelle au niveau du formulaire? C'est-à-dire, dans mon formulaire, j'ai un champ qui s'appelle picture. Vous n'avez rien compris. Regardez. Alors, si vous mettez ici photo, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans votre formulaire, dans votre contrôleur, vous avez un objet étudiant. Ça veut dire que pour lui, il va prendre l'attribut photo, il va essayer de le stocker dans l'objet étudiant. Or, l'objet étudiant, la photo, il est de quel type? Nous avons utilisé un type string. Et quand vous faites on a utilisé maintenant upload. Ça veut dire que ici, le champ photo, il contient un fichier. Donc, il ne peut pas stocker un fichier directement dans le champ photo. Moi, donc, j'ai besoin dans mon formulaire de donner pour le champ de type file, je devrais lui donner un autre nom qui est différent de cet attribut. Parce que si vous donnez le même nom, pour lui, il va faire le data binding. Il va chercher à stocker votre photo ici. Moi, je vais tout simplement changer. Je vais lui dire, voilà, le champ, je ne vais pas l'appeler photo, mais je vais l'appeler par exemple file.
picture. Donc, je peux l'appeler comme je veux. Name, picture. Donc, ça veut dire finalement ce que je vais envoyer dans ce champ qui s'appelle picture. Où est-ce qu'il va? Il va le stocker dans... J'ai ici donc request mapping picture. Donc, ça veut dire que le fichier, il va vers cet objet file. Alors maintenant, c'est ici que je vais faire le test. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que réellement, quand je fais upload, ici, vous voyez donc, quand je fais upload, je transfère le fichier. J'ai le fichier, je le transfère vers un dossier. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais stocker dans étudiant? Cette photo, c'est quoi? C'est file.get original. Maintenant, j'ai la photo dans file. Mais dans l'objet file, je fais get original name pour la stocker dans la base de données. Si vous ne faites pas ça, c'est que dans la base de données, il n'y aura rien. Il y aura la valeur par défaut. Bon, ça c'est un petit détail. Donc, vous voyez donc quand vous utilisez upload, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, quand vous faites la saisie des formulaires, évitez toujours d'utiliser le upload dans un formulaire qui contient beaucoup de données. Parce que souvent, quand vous allez saisir, par exemple, quand on vous demande votre profil utilisateur, on vous demande de saisir votre nom, votre adresse, votre email, une fois que vous avez enregistré. Mais à un moment donné, vous passez vers une étape, on vous dit que ajoutez votre photo. Et finalement, c'est une édition. Quand vous allez éditer, donc ça veut dire qu'il y a un formulaire qui est fait rien que pour faire l'upload. Mais si vous voulez quand même le faire dans le même formulaire, c'est comme ça. Mais il faut qu'on vérifie d'abord est-ce que ça marche. Bon, sûrement, c'est ça l'erreur. Alors, ici, nous avons 400 bad requests. Alors, ça veut dire, à nouveau, on n'a pas... il faut qu'on actualise quelque chose. On doit actualiser le formulaire. Parce que j'ai changé le nom. En fait, j'ai un champ que j'ai appelé picture, mais comme je n'ai pas actualisé pour lui, donc j'attends un champ qui s'appelle picture, donc c'est bad request. Alors j'ai l'adresse email, j'ai la photo. Accès refusé. Maintenant, le problème il est réglé. Mais sauf que le problème maintenant, c'est qu'il vous dit qu'on n'a pas le droit d'accéder à son dossier users. Les anti-slash de quoi? Anti-slash. Non, soit que vous mettez slash comme ça, ben maintenant c'est juste un problème de... Soit vous mettez slash comme ça, ou bien vous mettez anti-slash. C'est ce que vous voulez dire? Là c'est pareil. Oui, donc il a pris le chemin. Alors maintenant, juste ici, c'est qu'il veut bien enregistrer, mais a priori il n'a pas le droit d'accéder à ce dossier-là. Alors, j'ai quoi? J'ai enlevé slash. Parce que je voulais faire anti-slash. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas faire ça, parce que ça, c'est pas bien. Bah, je vais utiliser system.getProperty user.slash plus ça. User. En fait, ça veut dire que je n'ai pas besoin de spécifier. Même avec ça, c'est pas bien. Parce que je vais vous montrer une troisième solution. Alors, on a toujours le droit. Vous voyez donc qu'il a bien récupéré users slash usb. Donc, je n'ai pas le droit de créer. Est-ce que ce dossier-là n'est pas créé? Parce que si le dossier n'est pas créé, donc il n'a pas le droit d'y accéder. Alors, on n'a pas le droit d'accéder à ce dossier-là. Alors, ce dossier-là, on n'a pas le droit d'y accéder. Pourquoi? Les droits d'utilisateur, parce que normalement, c'est pourquoi je suis d'ailleurs dans Home. C'est parce que le seul dossier dont vous avez parfaitement tout le droit, c'est votre dossier. Donc, c'est d'ailleurs Alors,
je vais juste faire une petite modification, parce que même avec ça, avec ce qu'on vient de faire là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si vous voulez changer le dossier, si vous voulez changer le dossier dans lequel vous allez stocker, il va falloir éditer le code source, n'est-ce pas? Parce que vous devrez spécifier le chemin. Alors c'est la raison pour laquelle, alors ce qu'on fait généralement, c'est ça. C'est que vous allez vers le fichier Properties. Vous créez une propriété. Maintenant, je crée une propriété que je rappelle par exemple dir.images. Je peux l'appeler comme je veux. Égal. Alors, égal, c'est. Je vais mettre. Alors, vous voyez, Spring, il va comprendre ça si vous dites home.user. Alors, home.user, alors je crois, si je ne me trompe pas bien, c'est bien ça. User.home. Alors, c'est la pause. Alors, vous mettez dir.images, vous mettez user.home/images/. OK? Alors, user.home. OK? Slash, par exemple, les images. Tout court. Images, slash. Ça veut dire que je suppose que j'ai dans le dossier utilisateur un dossier qui s'appelle image. Mais ça, c'est un fichier texte. Ça veut dire que quand je vais déployer mon application, si je décide de changer le dossier, je vais le changer uniquement ici. Alors maintenant, comment récupérer cette valeur? Comment récupérer cette valeur-là dans le contrôleur? Ça, c'est une propriété que vous appelez X. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors maintenant, dans le contrôleur, vous pouvez injecter cette propriété-là en utilisant dir.home. Alors ici, donc, je vais vers le contrôleur. Voilà ce qu'on fait. Dans le contrôleur, on déclare un attribut. Private string. Je vais l'appeler par exemple image dir. À quoi image dir? Tout court. Mais moi, cet attribut image dir, je voudrais qu'il y injecte quoi? Je voudrais qu'il y injecte cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur de ce chemin. Alors pour cela, dans Spring, il dispose d'une annotation qui s'appelle value. Très importante. Alors vous voyez donc AutoWire, j'injecte un objet, mais value, j'injecte une propriété. Il va vers n'importe quelle propriété que vous avez dans le fichier application.properties. Si vous voulez l'injecter, vous utilisez value. Alors comment s'appelle la valeur? Je vais utiliser $. La valeur, comment il s'appelle maintenant la propriété? Il s'appelle X. Alors si votre propriété s'appelle X, vous allez ici, vous l'appelez X. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la propriété X du fichier application.properties et après il va l'injecter dans la variable. C'est très important dans la configuration des applications. Alors maintenant, il faudrait que je m'assure d'abord est-ce que c'est le bon fichier? Parce que là, j'ai deux fichiers ouverts. Je ne sais même pas celui que je suis en train d'utiliser. Oui, effectivement. Donc ici, c'est X. Mais je ne vais pas l'appeler X, mais je vais l'appeler tout simplement dir.images. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? C'est dir.images. Alors maintenant, je connais le chemin. Alors ici, je ne vais plus utiliser ça. Je ne vais plus utiliser je vais utiliser directement new file de la variable s'appelle dir et alors il est où? Image dir. Alors je sais que vous attendez la pause. Image dir. Vous voyez? Alors ça c'est maintenant le fichier, il va être transféré où? Il va être transféré vers image dir. Alors c'est quoi image dir? Image dir c'est la valeur de image dir et c'est une propriété
qui est déclaré dans le fichier application.properties. Image dire, mais tout simplement ici, voilà son chemin. Alors tout à l'heure, c'est un peu bête ce que j'ai fait tout à l'heure parce que l'erreur de tout à l'heure, parce que maintenant je viens de me rendre compte, c'était quoi? Pourquoi il n'arrive pas à enregistrer? C'est pas parce que on est en train de changer. Il n'a pas enregistré, si vous vous rappelez tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vais juste annuler ça. On avait fait ça, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On voudrait enregistrer dans le dossier userhome/sco. Mais le problème, c'est le fichier. Le fichier, comment il s'appelle? Est-ce qu'on a spécifié le nom du fichier? Je voudrais enregistrer un fichier dans un... Avec quel nom? C'est pour cela qu'il nous a affiché vous n'avez pas le droit. Donc ça veut dire qu'ici, il faut ajouter slash plus. Alors maintenant, le fichier lui-même, comment vous voulez l'appeler? On voudrait l'appeler, c'est original name, c'est-à-dire c'est file.get original name. Mais généralement, on peut faire mieux. Alors vous voyez ici, donc je vais garder la même solution que tout à l'heure. Et si vous testez, ça devrait marcher parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Parce que ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste une troisième solution qui est équivalente. Alors je reprends. Ici, vous voyez donc le chemin. Alors upload l'image 4, save. Ça prend un peu de temps parce que le fichier il est grand. Il est stocké. Il n'est même pas là parce que j'ai arrêté le serveur. C'est normal. Il n'y a aucune réponse parce qu'on a arrêté le serveur. Alors, je reprends, save. Ça marche. Alors, donc, vous voyez, donc, l'upload est fait. Pour savoir si ça marche, je devrais voir dans le dossier SCO, vous voyez, utilisateur, USB, SCO, vous avez l'image qui a été envoyée là. Alors, je reprends. Je vais saisir une autre donnée. Email, photo, c'est image 5, save. Upload a été fait, donc si je regarde mon fichier, donc je vois les images. Vous voyez donc tout à l'heure, vous n'êtes pas autorisé, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas spécifié le nom du fichier. Alors donc upload, il se fait correctement ici. Alors maintenant, comme je vous le dis tout à l'heure, vous pouvez travailler comme ça. System.getPropertyUserHome, mais ça veut dire que obligatoirement, quand vous serez en mode production, votre application vous impose à ce que les images soient stockées dans ce dossier. Mais généralement, de préférence, que ça soit configurable. Alors pour que ça soit configurable, qu'est-ce que je viens de vous proposer? On a créé une variable, plutôt dir.image, une propriété dans le fichier application.properties. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais mettre? C'est SCO, n'est-ce pas? Ben, c'est là où je vais stocker mes images. Alors ici, donc userHome, je reviens, le contrôleur, j'ai créé une variable qui s'appelle ImageDir, dans laquelle j'ai injecté une propriété. La propriété s'appelle dirImages. Et maintenant, j'ai externalisé donc, la valeur de la propriété. Alors maintenant, ici, donc, je ne vais pas faire ça. Je vais faire tout simplement, c'est ImageDir ou dirImage. Comment l'appeler déjà? ImageDir. Voilà. ImageDir plus ça. Il y a une parenthèse. System.out.println, déjà, bon, ça, je n'ai plus besoin. Ici, il y a une parenthèse en plus? Ah, d'accord. Alors là, il faut le supprimer maintenant. GetProperties, ça, on n'a plus besoin de system.getProperty. Parce qu'en fait, system.getProperty, il est où en fait? Il est déjà ici. System.getProperty, il est déjà là. Quand vous dites $userHome, il va vers l'environnement, il récupère le userHome. C'est en fonction du système.
Ça, le système Linux ou je sais pas. Alors pour lui, donc, $user_home, ça représente c'est le dossier utilisateur, votre dossier utilisateur. Alors après, vous n'aurez pas de surprise justement. Vous n'êtes pas autorisé parce que ça, c'est votre dossier. Vous pouvez stocker ce que vous voulez. Et le tour est joué. Donc on va stocker donc des photos. Alors forcément, donc vous voyez dans la base de données, je vois donc le nom de la photo qui est stockée dans la base de données, mais la photo elle-même, elle est stockée dans un fichier quelque part au niveau du serveur. Alors maintenant, il reste une dernière chose, c'est que au lieu d'afficher ici au lieu d'afficher le nom de la photo, je vais afficher la photo. Alors je vais faire juste cette partie-là. Vous voulez prendre la pause photo, c'est ça? Alors on prend la pause et après on va revenir pour terminer.